Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République a inauguré aujourd'hui le nouveau centre d'exposition internationale et l'hôtel. Et au Pakistan, au moins 1000 morts dans un séisme en Afghanistan. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui le nouveau grand complexe d'affaires et touristique qui comprend un centre international d'exhibition de Djibouti et l'hôtel Escale International. Ce nouveau quartier d'affaires était autrefois l'ancien port de Djibouti et aujourd'hui devenu un pôle stratégique d'affaires et de tourisme qui a pour objectif de faire de Djibouti un hub logistique incontournable mais aussi un centre de commerce international en Afrique et dans le monde. Ce projet d'envergure est composé d'un centre d'exhibition international qui s'étend sur une superficie de 4900 mètres carrés et d'un hôtel avec une infrastructure moderne, 121 chambres à des standards internationaux. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, était accompagné également du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du président de l'Assemblée nationale et du ministre du Commerce, ainsi que du président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti. Cette importante cérémonie a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, des membres de l'Assemblée nationale ainsi que des officiers des différents corps constitués du pays. Les ambassadeurs des pays amis sont venus également assister à cette importante cérémonie. madaxeeda tusmada hore waa hudheel muunad quruxsan mar kastaba baahitiri dalxiisko loogu magac daray iskaal loogu magac daray iskaal madaxeeda tusmada hore waa hudheel muunad quruxsan mar kastaba baahitiri dalxiisko loogu magac daray iskaal loogu magac daray iskaal mid kalana ku raacsan meelo soo dhowayn ganacsi badeecadaha lagu muujin iyo qolol casriyaho lagu maarayn kulana heersara mid kalana ku raacsan meelo soo dhowayn ganacsi badeecadaha lagu muujin iyo qolol casriyaho lagu maarayn kulana heersara waa dhismayaal macraaro caalamiya kana howlgala xafiisyo muhiima fikirka midha dhale guusha higsiga jabuuti horow markeeda mar kastaba ku hawlani waa madaxweynaheena aragtida fog mudnaanta siiyay horumarkeena waa dhismayaal macraaro caalamiya kana howlgala xafiisyo muhiima fikirka midha dhale guusha higsiga jabuuti horow markeeda mar kastaba ku hawlani waa madaxweynaheena aragtida fog mudnaanta siiyay horumarkeena waa dhismayaal macraaro caalamiya kana howlgala xafiisyo muhiima
Place maintenant aux différentes interventions qui ont eu lieu durant cette cérémonie et nous commençons avec celle de l'ambassadeur de Chine à Djibouti. L'inauguration du projet SPC constitue un nouvel accomplissement de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et Djibouti. Sous la direction des chefs d'État de nos deux pays, notre partenariat stratégique ne cesse de se consolider et s'étendre avec l'approfondissement constant de notre coopération dans divers domaines, comme le Total Multipurpose Port, Djibouti International Free Zone and the chemin de fer, le projet SPC, les grandes zones dont il est le pionnier, seront une marque brillante de notre coopération. Ils contribueront aussi aux efforts du gouvernement djiboutien visant à transformer les pays en un hub commercial pour promouvoir la diversification de l'économie en vue de réaliser la grande vision Djibouti 2035. Et de son côté, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Haddi, a indiqué donc que cette zone commerciale spéciale de l'Afrique de l'Est aura pour mission de relier au reste du monde le commerce et les échanges internationaux. On écoute le président. Ces investissements sont destinés à concrétiser le modèle PPC, Port, Park and City, un modèle intégrant des ports performants, des zones franches et des centres d'affaires, gage de pérennité du succès de notre plateforme, fondamentalement pour la création d'emplois avec plus de 27 000 emplois directs et 5 000 emplois indirects, ainsi que le renforcement des infrastructures majeures par des aménagements adaptés et dignes des plus grands quartiers d'affaires du monde. La délocalisation des activités portières était fortement nécessaire pour l'extension de la ville. De ce fait, nous avons débuté par l'activité pétrolière en 2006, suivi du terminal à conteneurs en 2008, d'Oral Multiple Purpose en 2017, et enfin par le déplacement des marchandises diverses vers le port de Tadjoura. Cela a permis donc de réduire la pollution et les trafics des camions poids lourds qui traversaient la ville du nord au sud. Ce concept a été utilisé par de nombreux pays tels que le dock de Londres et aussi les anciennes installations portières de la ville de Yokohama, réhabilitées dans un quartier futuriste composé d'architecture audacieuse, atypique, aux apports de l'eau. Aujourd'hui, nous commençons la première étape de la phase du projet de transformation du port historique qui sera développé sur une superficie de 22 hectares avec un montant total d'investissement qui s'élève à 350 millions de dollars. Ce projet de régénération du port historique de Djibouti est une étape majeure qui témoigne de l'avancement de notre pays, d'ores et déjà réputé pour être une plateforme portière et logistique mondiale. Et de son côté, le ministre du Commerce, Mohamed Ouassama Diriye, a rappelé également que l'acquisition de ce centre névralgique d'affaires sera d'autant plus important pour la République de Djibouti. On écoute le ministre. Il est indéniable que le tourisme s'impose aujourd'hui comme un secteur incontournable du développement économique et des échanges internationaux. Notre pays, riche de ses potentialités et ses spécificités géographiques, culturelle, a toujours su tirer les meilleures parties de ces secteurs en perpétuelle évolution. La réalisation de ces infrastructures du projet Red Sea s'inscrit dans la politique de développement économique dont l'objectif est d'améliorer considérablement la position de Djibouti sur l'échiquier mondial. Ceci permettra également d'augmenter la capacité d'accueil et d'attirer davantage investisseurs internationaux. À l'ère de la zone de libre-échange africaine, CELECAF, l'accomplissement de ce projet vient renforcer davantage la capacité réelle de notre pays à se positionner comme le centre du commerce international
en Afrique de l'Est et en logistique pour la région. Ce projet d'envergure majeure aura des retombées multiples qui seront grandement bénéfiques pour notre République. Il permettra de moderniser l'environnement urbain de la capitale par la création d'un environnement propice pour les affaires à travers la mise en place de ce centre d'exposition qui couvre une surface totale de 4 950 m² avec toutes les facilités nécessaires comme des bureaux et des centres commerciaux. Et une fois les discours terminés, le président de la République, accompagné de la première dame, a effectué donc une visite guidée par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi. Le chef de l'État donc a pu constater les différents projets réalisés et ceux à venir, ainsi que la maquette principale du projet au complet. Ce projet donc de grande envergure est situé au nord du centre-ville de Djibouti avec une superficie totale de 22 hectares et aura pour mission de promouvoir la croissance de notre économie ainsi que le développement du commerce et du tourisme. Une aubaine donc pour toute la chaîne industrielle qui permettra d'augmenter le flux des personnes et qui créera de nombreux emplois tout en améliorant considérablement le statut de Djibouti en Afrique de l'Est et faisant de cette zone une zone commerciale incontournable. tablay negayti tabay able mi'ini able mi'inko negayti tablay negayti tabay isora sabau tamanna lelle Ibera sabau tamanna lelle isora sabau tamanna lelle Ibera sabau tamanna lelle maglabne kumman yaysenke hiya fo hafaninu fo hatlinabba maglabne kumman yaysenke hiya fo hafaninu fo hatlinabba lemali seke tateta bisile palitna kulsa maya kewaita lemali seke tateta bisile. Et à l'issue de la cérémonie et après la visite guidée des différentes installations, le président de la République nous a accordé une interview dans laquelle donc il a souligné que la République de Djibouti venait d'accomplir un objectif qui était très attendu depuis longtemps et que nous assistions ici à l'inauguration de la première étape de ce projet. Le chef de l'État a informé donc les citoyens de l'importance des efforts qui ont été donc réalisés pour rendre donc notre pays incontournable commercialement et touristiquement. Les portes sont ouvertes, a-t-il indiqué, à tous les commerçants qui veulent exposer donc leurs produits, leurs services et autres donc commerces, ainsi que les grandes conférences africaines ou mondiales qui peuvent avoir lieu dans entre ces murs. Et concernant donc le commerce et l'innovation, qui peuvent également se tenir ici dans les différents quartiers d'affaires de ce grand projet. La représentation nationale a tenu conformément à l'article 22 alinéa 1 et 2 du règlement intérieur la troisième séance publique de la première session ordinaire de l'année. La plénière s'est déroulée sous la conduite de Mohamed Ali Hamed, président du Parlement, avec la participation du Premier ministre, des parlementaires et des membres du gouvernement. Au menu de cette première séance plénière, l'adoption de 2 textes législatifs et des questions au gouvernement. Le premier texte a porté sur le projet de loi
loi numéro 151 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, alors que le second a concerné le projet de loi numéro 152 portant ratification de l'accord de financement pour le projet de corridor économique régional de Djibouti. En préambule de la plénière, le chef du Parlement, Mohamed Ali Ahmed, a ouvert la séance en soulignant les règles régulant la phase législative comme des stipulations relatives à la partie des questions au gouvernement. Après les échanges et adoptions des textes à l'ordre du jour submentionnés, cette séance publique a été également marquée par les questions au gouvernement qui fait suite au débat sur la politique générale. Saisissant cette occasion, les élus de la nation ont abordé plusieurs interrogations sur les grands axes prioritaires tels que l'économie, l'approvisionnement alimentaire, les accords bilatéraux commerciaux, la sécurité routière, les actes d'état civil, pour ne citer que cela. Plusieurs ministres ont répondu aux différentes questions et remarques présentées par les députés. Le Premier ministre, pour sa part, a assuré que le gouvernement prendra en considération toutes les questions et remarques des parlementaires et assurer l'amélioration de la gouvernance publique, de l'accès aux services de base, revenant à maintes reprises donc sur les thématiques des engagements de l'exécutif sur la scène régionale que sur le billet des affaires domestiques. Et au terme des interventions, les inscrits et après l'obtention des compléments d'information, le président de l'Assemblée nationale a procédé à la clôture de cette troisième séance publique. Dans l'actualité nationale, toujours, dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire de l'indépendance, le ministère des Affaires sociales et de solidarité a lancé le programme d'aide d'urgence. C'est dans ce cadre que la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, a organisé une réunion de coordination et d'échange sur la mise en œuvre de l'aide d'urgence avec les présidents des conseils régionaux et communaux du pays, aujourd'hui dans la salle de réunion du ministère. Cette réunion qui a vu la participation des présidents des conseils régionaux, des 5 préfets des régions, ainsi que des présidents des 3 communes de la ville de Djibouti. L'objectif de ce plan étant d'élargir avec célérité en fournissant les premières aides alimentaires d'urgence, notamment pour les populations des régions de l'intérieur plus que jamais exposées aux effets concomitants de la sécheresse et de l'inflation des prix de denrées alimentaires. La ministre a présenté la stratégie et le plan d'action du plan de réponse sociale et a échangé avec les présidents des conseils régionaux sur les modalités de sa mise en œuvre. Et dans son intervention, la ministre Ouloufa Ismail Abdo a tout d'abord remercié et salué l'acte de présence des présidents des conseils régionaux pour leur volonté de participer et de collaborer avec le ministère pour le bon déroulement du plan d'action, puis a exposé les éléments et les objectifs du programme. On écoute la ministre Ouloufa. Comme vous le savez, notre pays traverse, donc, à l'instar des pays de la planète, une période très difficile, marquée par la conjonction de plusieurs chocs, les effets socio-économiques persistants de la pandémie Covid-19, la sécheresse, une situation géopolitique régionale et internationale très instable. Ces événements ont eu comme effet de dégrader les conditions de vie de nos concitoyens, notamment les plus vulnérables. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement et à sa tête notre président, Al-Haj Ismail Omar Guelleh, s'est rapidement mobilisé afin d'apporter des réponses immédiates et soulager nos populations des effets des chocs concomitants. En vous invitant à cette réunion, nous avons donc souhaité vous exposer notre stratégie et notre plan d'action pour le plan de riposte sociale, mais également échanger avec vous sur les modalités de la mise en œuvre, notamment pour ce qui concerne les premières actions d'aide d'urgence durant cette période estivale, appelée période de soudure. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que l'alerte sécheresse a été lancée. C'est pourquoi il est impératif d'agir avec célérité en fournissant les premières aides alimentaires d'urgence, notamment pour les populations des régions de l'intérieur, plus que jamais exposées aux effets concomitants de la sécheresse et de l'inflation des prix des denrées de première nécessité. Toutefois, nous ne devons pas également perdre de vue qu'en plus de ces actions ponctuelles, nous devons renforcer la résilience des populations et de nos communautés en fournissant des projets d'autonomisation adaptés comme le renforcement des caisses de résilience ou des activités génératrices de revenus. Pour y arriver, nous devons agir ensemble en conjuguant nos efforts. C'est l'essence et l'esprit même de cette réunion.
Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin dans son cabinet les forces militaires italiennes stationnées à Djibouti et conduites par le commandant de Scoto di Sant'Olo. La rencontre, qui s'est déroulée en présence des proches collaborateurs du secrétaire d'État, a essentiellement porté sur les bonnes relations existantes entre les deux nations et surtout sur l'implication de cette force dans le développement et promotion du sport national. Après le mot de bienvenue, le secrétaire d'État n'a pas manqué de saluer les efforts consentis par ses visiteurs pour l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne, notamment sportive, les différents dons aux fédérations et la réhabilitation des infrastructures. Le commandant a remercié le secrétaire d'État pour l'accueil et a rappelé les grandes lignes des actions réalisées par l'armée italienne à Djibouti et que malgré le peu de ressources dont elle dispose, elle aimerait néanmoins faire le maximum pour le développement du sport national. Il faut noter également l'intervention de l'armée italienne permet l'amélioration des relations entre les deux nations, mais aussi de multiplier les actions en faveur des jeunes afin de les inciter à la pratique du sport qui est un vecteur de cohésion. À l'issue de l'entrevue, les deux parties ont procédé à un échange de cadeaux avant la traditionnelle photo de famille. Et dans le cadre du projet de riposte contre la Covid-19, mais aussi de la politique de développement éducatif, aujourd'hui s'est achevée la formation en appui psychosocial en milieu scolaire dispensée par la psychologue clinicienne Madame Laurence Omar Rialé, consultante principale de cette mission, assistée par Daher Abdelrahman, consultant national du projet. Cette formation qui a duré 4 jours et qui a vu la participation d'enseignants du primaire, du moyen et du secondaire, mais aussi des surveillants, CPE, les conseillers principaux d'éducation et des principaux et préviseurs. Ces journées de formation riches en échanges et en apports théoriques et pratiques en termes d'éducation psychologique des élèves. Ces formations sont le fruit d'un travail de terrain de plus de 3 mois. Les experts ont sillonné les établissements scolaires de la capitale et ceux des régions de l'intérieur pour recueillir les témoignages de l'ensemble des acteurs clés de l'enseignement éducatif des élèves. Les formateurs tiennent à féliciter l'initiative du MENFOP qui place l'élève et le bien-être psychologique de l'élève au cœur du système éducatif djiboutien. Avec ce nouveau volet, au-delà de l'aspect pédagogique, le MENFOP ajoute une nouvelle dimension, celle de se préoccuper de la psychologie de l'élève pour une école inclusive de qualité. Auxquels ils étaient rencontrés dans l'accompagnement psychosocial des élèves qui sont soumis à des situations parfois stressantes, anxiogènes, qui vivent des choses compliquées. Et ces choses difficiles ont un impact sur les capacités qu'ils ont à apprendre, par exemple, leurs leçons, à être concentrés, à être dans un bon état d'esprit pour apprendre. Donc ça a été vraiment un travail intéressant de terrain. Et suite à ce qu'on a récolté auprès de tout ce personnel-là et de ces élèves, on a élaboré donc un guide qui soit vraiment basé sur ce qui se passe à Djibouti. C'est vraiment un guide qui est pour Djibouti, adapté au public djiboutien. C'était ça qui était intéressant et qui a vraiment été pour moi innovant dans ce travail-là. Donc on s'est intéressé aux problématiques djiboutiennes et donc on a proposé ce guide avec des exemples concrets de situations concrètes qu'on a connues. Et ça permet normalement aux encadrants de pouvoir venir piocher des idées dans ce guide pour accompagner les élèves au mieux et surtout les comprendre et pour pouvoir les aider au plus près de la difficulté. Toujours en nouvelles du pays, la tenue des travaux de la 4e session de la commission mixte entre Djibouti et l'Arabie Saoudite s'est déroulée le 22 juin dernier à Riyad, en Arabie Saoudite, sous la coprésidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, et du sous-secrétaire d'État de la planification et de l'information au ministère des Transports saoudien, Mansour Al-Turki. À l'ouverture des allocutions a été échangée entre les deux chefs des délégations, exprimant leur satisfaction de cette rencontre et leur disponibilité à renforcer une coopération fructueuse entre les deux pays. Ils ont également indiqué que les relations entre Djibouti et l'Arabie Saoudite ont connu des avancées prometteuses dans divers domaines et secteurs importants et ont exprimé leur satisfaction quant à l'excellence des relations, notant que celles-ci ne manqueront pas d'accroître davantage eu regard au potentiel économique des deux pays frères.
Et pour clore l'actualité nationale, nous sommes en période de Khamsin où la chaleur augmente avec une température qui avoisine parfois les 45 degrés par moment. Et dans ces conditions, la population djiboutienne doit prendre les mesures de prévention utiles et nécessaires, et que ce soit lors des trajets sur les routes, les sorties en mer et même dans les foyers face au risque d'incendie. Déjà, la visibilité était réduite sur les routes. Les automobilistes doivent être vigilants et en même temps, lors des sorties en mer pour aller à la plage ou à la place, donc la vigilance face aux multiples cas de vent qui peuvent arriver en cette période de Khamsin. Par ailleurs, les responsables de la protection civile annoncent à la population djiboutienne de prendre toutes les mesures pour éviter les risques d'incendie fréquents en cette période. C'est transformé en catastrophe. Il ne faut pas laisser sans surveillance un feu, surtout le cuisant. Il faut éviter à ce que les enfants jouent avec du matériel inflammable et surtout éviter les fraudes électriques qui est la principale cause de départ d'incendie dans notre pays. Et surtout, quand il y a un départ d'incendie, appelez le 18 et travailler, assister les pompiers. Il ne faut pas perturber l'intervention des pompiers qui est très importante, où le moindre petit incident peut se transformer en catastrophe. En nouvelles du monde, à présent, au moins 1 millier de personnes ont été tuées et 1500 blessés dans un puissant séisme qui a frappé une zone frontalière isolée du sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi, selon les autorités qui craignent que le bilan ne s'élève encore. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a assuré que l'ONU était pleinement mobilisée pour aider l'Afghanistan avec le déploiement en cours d'équipes de premiers secours et l'envoi de médicaments et nourriture vers la zone touchée. Le gouvernement afghan craint que le bilan n'augmente encore au fil des opérations de secours. Le séisme d'une magnitude de 5,9 est survenu à une profondeur de 10 km tout près de la frontière avec le Pakistan, selon l'Institut sismologique américain. Des photos et des vidéos postées sur les réseaux sociaux font apparaître d'innombrables maisons effondrées dans cette région rurale, pauvre et difficile d'accès. Limitée depuis longtemps en nombre et en capacité, les services de secours sont inadaptés en Afghanistan pour faire face seuls à une catastrophe naturelle majeure et l'aide internationale est difficile à mobiliser, les ONG et agences onusiennes étant néanmoins présentes que par le passé depuis la prise de pouvoir par les talibans en août dernier. Le changement climatique accroît l'exode des populations en Afrique. Alors que la crise alimentaire mondiale s'aggrave en raison de la guerre en Ukraine, les yeux du monde se tournent vers l'Afrique pour trouver des solutions. Toutefois, les experts estiment qu'il est encore trop tôt car le continent n'est pas prêt. Le changement climatique est également un facteur important. La Corne de l'Afrique, par exemple, connaît sa pire sécheresse depuis des décennies. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.